Bonjour Aldo, Aldostérone. Bonjour Florian, comment ça va? Ça va bien et toi? Oui, je fais aller, toujours sur mon caillou, sur cette planète qui fonce à 30 km heure, 30 km par seconde plutôt. Voilà. Je suis ravi de t'avoir à nouveau sur la chaîne. Ça faisait un petit moment et c'est toujours très apprécié par les personnes qui regardent ces vidéos et je te remercie de cet entretien. On va balayer un petit peu l'actualité qui est assez agitée. Tu vas nous donner aussi, puisque je le rappelle, tu habites près de Londres, au Royaume-Uni, tu vas nous donner des nouvelles du Brexit. Et moi, je te donnerai des nouvelles de la propagande européiste en France sur le Brexit pour essayer de casser évidemment le Frexit. Je rappelle aussi, on l'avait annoncé comme un scoop la dernière fois, que tu es maintenant référent pour les Patriotes au Royaume-Uni, pour le Royaume-Uni. Et donc, c'est pour nous un bonheur et que nos compatriotes à l'étranger pourront également voter pour notre liste, celle que j'ai l'honneur de mener. L'Europe, ça suffit pour le Frexit, la liberté, la paix. Ça, c'est le bulletin de vote que les gens auront le jour J dans les bureaux pour voter. Je le rappelle, c'est pas ça qui va arriver chez vous. Ce qui va arriver chez vous, c'est le programme. Mais pour voter, il faudra ça. Mais ça, vous inquiétez pas, ce sera dans tous les bureaux de vote de France, métropole, outre-mer et étranger. Je le redis parce qu'on a des questions tous les jours là-dessus. Voilà, il fallait faire cette petite introduction. Mais on va tout de suite démarrer, mon cher Aldo. J'ai vu que tu étais très actif sur toutes tes chaînes YouTube, auxquelles je recommande de s'abonner d'ailleurs. Évidemment, tu as une chaîne plus politique ou d'actualité, une chaîne aviation, une chaîne plus d'histoire extraordinaire, c'est ça. Et puis tes réseaux sociaux, notamment X, Twitter, où tu es très actif, il faut s'abonner partout. Alors justement, on va commencer par le Brexit. On a eu une avalanche de chiffres ces derniers jours et les fanatiques faisaient une tête un peu déconfite. Au premier trimestre, la croissance britannique économique est 3 fois supérieure à la croissance française, 0,6 contre 0,2. On a eu les chiffres du pouvoir d'achat l'an dernier au Royaume-Uni, 3,2% d'augmentation, 0,2 en France. Donc ça augmente 15 fois plus vite. Et alors ça, il y a eu pas mal d'articles. La City, qui devait être submergée par les grandes eaux du Brexit, est tombée dans l'oubli. La City capte 33% des investissements financiers européens contre 12% pour toute la France et 12% pour toute l'Allemagne. Voilà. Donc, il ne s'est pas produit, loin de là, le grand choc destructeur que devait faire le Brexit, même si évidemment rien n'est parfait et que ça va se mettre en place sur des mois et des années. Voilà. Comment vous vivez ça là-bas? Comment tu vis ça, toi, au Royaume-Uni directement? Ah bah, écoute, je suis toujours amusé de voir les médias français dépeindre ce tableau extrêmement apocalyptique de notre vie au Royaume-Uni, que le Brexit va nous tuer, le Brexit va nous submerger. Et en fait, ils font écho à une certaine presse ici au Royaume-Uni qui a toujours parlé sous ce ton-là, disant, écoutez, une fois qu'on va voter pour le Brexit et on sort de l'Union européenne, on cessera d'exister, un petit peu comme si nous n'existions pas avant l'Union européenne, que tous les pays européens, comme la France, comme le Royaume-Uni, qui sont des pays qui ont quand même une histoire. Je lisais hier l'histoire de Guillaume le Conquérant au Royaume-Uni. En France, on est en 1066, quand même, très loin. D'ailleurs, c'était une histoire d'éolienne, je la raconterai plus tard. Mmh. Eh bien, On va en parler tout à l'heure des éoliennes, oui, très oui, bien. absolument. C'est des pays qui existaient bien avant l'Union européenne et qui existeront bien après que celle-ci se soit effondrée sur elle-même. Donc, cette peur, ce projet peur existe depuis toujours, mais il paraît de plus en plus grotesque au fur et à mesure qu'il est démenti par les chiffres. J'aimerais bien avoir ton avis. Je vais te donner un exemple ce que m'a dit une journaliste française récemment sur un plateau sur une chaîne publique. Est-ce que tu pourrais me dire si c'est possible au Royaume-Uni? Parce que j'aimerais bien savoir. Elle m'a dit, parce que je vantais donc le Frexit, la sortie de la France de l'Union européenne pour des tas de raisons. Et elle m'a dit, mais là, je pense très sincère, de bonne foi, elle m'a dit, mais est-ce que la France serait capable de s'auto-gérer? Je reprends ces termes. Est-ce que la France serait capable de s'auto-gérer si elle n'avait plus donc l'Union européenne avec elle, quoi? Est-ce que cette question serait possible au Royaume-Uni? Parce que moi, je la trouve hallucinante, alors qu'on a effectivement, tu le rappelais, des siècles et des millénaires d'existence. Est-ce que c'est possible sur le Royaume-Uni, ce genre de question de la part d'un journaliste? Absolument pas. C'est une question extrêmement, extrêmement choquante. Et j'imagine que la personne l'ait posée de bonne foi, mais ça donne une idée un petit peu de ce qui s'est passé, surtout sur les nouvelles générations qui n'ont peut-être jamais connu un avant et qui ont l'impression, par le biais de la télé, le biais de l'école et tout, que leur pays ne peut pas exister en dehors de l'Union européenne. Et j'imagine qu'il y a énormément de gens à l'époque de l'URSS qui imaginaient que leur pays, en dehors de la même mise de l'URSS,
va disparaître. Et c'est pas vrai, c'est seulement quand l'URSS s'est effondré que ces pays ont réalisé qu'avec la corruption, la bureaucratie, le dirigisme, la planification centrale et tout ça, ils étaient en train de crever de faim et maintenant ils peuvent reprendre enfin leur destin en main. Oui, c'est ça. Mais quand même, donc tu notes une différence entre le Royaume-Uni et la France. Euh, le Royaume-Uni qui a regoûté à l'indépendance depuis quelques années, même si elle n'est jamais totale, puisqu'on sait que le Royaume-Uni, même avant l'Union européenne ou après, ça, je pense que ça n'a pas beaucoup de rapport à une diplomatie que beaucoup de Français n'aiment pas, parce qu'elle est très soumise à Washington, mais ça, je pense que c'est lié à l'histoire nationale du Royaume-Uni pour le coup, et que c'est très, très différent. Mais donc l'indépendance n'est pas totale, mais pour le reste, tu penses quand même qu'il y a moins cet état de soumission intellectuelle au Royaume-Uni qu'en France, qu'ils ont moins entré dans les cerveaux l'idée que le Royaume-Uni ne pouvait pas s'auto-gérer qu'en France. Absolument, absolument. Il y a moins cet effet-là. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que le traité sur les pandémies, le Royaume-Uni, la délégation britannique était très réticente à le signer parce qu'ils ont dit que c'est quelque chose qui va venir empiéter sur notre souveraineté. Donc le concept de souveraineté est encore bien réel ici. Par exemple, même à l'époque où on était glorieusement dans l'Union européenne, on n'avait jamais eu l'euro, on Oui, n'avait jamais rejoint les frontières communes avec l'Union européenne, c'est-à-dire ouais. que le Royaume-Uni n'a jamais été dans Schengen. Et en fait, c'est quelque part comme si le Royaume-Uni était rentré dans l'Union européenne, mais il voulait quand même garder un certain nombre d'aspects régaliens, un certain nombre de responsabilités régaliennes, où ils se sont dit ça jamais, ça on donnera jamais, jamais une organisation étrangère. Et puis au final, on a décidé de quitter complètement l'Union européenne, mais il faudra des années et des années de travail pour tout déblayer. Oui, c'est ça. Ils se sont rendus compte que ces quelques dérogations n'étaient malgré tout pas suffisantes. Il fallait quand même partir. Mais moi, je dirais que l'euro et Schengen, c'est pour nous deux raisons supplémentaires de sortir, puisque ce sont deux drames supplémentaires pour la France. Absolument. Et il y a des gens qui disent oui, mais l'Union européenne, c'est plus facile pour eux parce qu'ils avaient leur monnaie. Comment on fait, nous, en France, on a l'euro. Ah ben, il n'y a qu'à imprimer, il y a une banque centrale française, il Bien n'y a sûr. qu'à imprimer des francs français et puis avoir une période transitoire comme on a fait lorsque l'euro est arrivé. Il y avait plein de pays qui avaient leur monnaie. Et après, il y a eu une période transitoire où on avait les prix qui étaient affichés en euros et en monnaie Oui. locale. Et Surtout puis que là, on après, prendra comme taux de change 1,1 pour que ce soit facile et qu'il n'y ait pas de base. voilà, on peut partir sur un taux de change 1,1 qui simplifierait la Tous les vie. Et économistes l'ont déjà théorisé, ça. oui, et après, très facilement, passe doucement de l'un à l'autre, et puis avant Voilà. même d'avoir réalisé, on est déjà en dehors. C'est pas un problème, ça. Lors du passage à l'euro, ça s'était fait en 6 semaines, hein, je le rappelle, du 1er janvier au 16 février 2002. Sale période d'ailleurs. On voyait nos francs disparaître. Alors oui, donc ça c'est très intéressant. Tu parlais justement du traité OMS. J'ai vu que Farage, qui est l'homme du Brexit quand même, on le rappelle, hein, et qui a eu exactement notre stratégie, se faire élire eurodéputé pour avoir une caisse, non pas jouer le jeu européiste évidemment, mais moi je l'ai bien connu Farage, il avait appelé à voter pour nous en 2019 et il voulait une caisse de résonance pour le Brexit et ça a fonctionné. Je rappelle que sans Farage, il n'y aurait pas eu probablement de Brexit au Royaume-Uni, il faut quand même le dire. Et sans eurodéputé, il n'y aurait pas eu de Farage. Donc il faut quand même que les gens comprennent la logique d'aller voter et de se présenter quand on est pour le Frexit aux européennes quand même. Mais Farage a lancé une grande campagne pour que le pays quitte l'OMS à cause de ce traité pandémie. J'ai vu ça, très intéressant. Qu'est-ce que tu en penses? Et je pense que tu n'aurais pas la possibilité physique de le faire, mais est-ce que tu serais venu avec nous à Genève, là, samedi 1er juin, pour la grande manif mondiale, internationale, contre ce traité? Et les organisateurs m'ont donné la parole, j'en suis ravi, et je vais exprimer la position là-bas de beaucoup de Français. Absolument, ça aurait été extraordinaire de pouvoir venir, mais je suis seul avec la petite pendant toute la C'est ce semaine, que tu donc ça va m'avais être, dit, c'est pour ça que je me suis permis de dire que c'était compliqué pour toi. oui, délicat. Mais c'est vrai qu'il faut sortir absolument de ces organisations qui sont. D'ailleurs, Trump voulait arrêter les budgets pour, Oui, pour l'OMS, parce que autant je ne discute pas peut-être l'utilité de certaines de ces organisations si on prend leur ancienne définition. oui, Des pays se rencontrent, parlent, discutent, collaborent. J'ai oui. aucun souci avec ça. Le problème commence quand ces organisations sont captées par des forces extérieures à ces pays, par des milliardaires par exemple, ou d'autres forces occultes, et par la suite, elles veulent devenir des entités supranationales qui vont imposer leur volonté aux États. Et après, elles demandent aux États de venir se soumettre, de signer un décret d'allégeance en disant, voilà, je vous signe un chèque en blanc, je vous donnerai, il suffira que vous prononciez le mot magique pandémie, et
vous êtes le boss chez nous, vous gérez notre pays et on vous signe un chèque en blanc. Et bien entendu, si on fait ça, eh bien, on sera dans la pandémie permanente parce que Tedros, on imagine, il lui suffira juste de claquer les doigts et puis par la suite, c'est lui qui gère et on doit l'écouter. Et ça, le risque aussi, c'est que ça peut devenir une sorte de schéma répétitif avec d'autres organisations. Demain, par exemple, on peut avoir l'Organisation mondiale du commerce, pas de la santé, mais du commerce, qui disent, écoutez les gars, on a besoin de collaborer si jamais il y a une crise économique, et on aimerait un pacte mondial sur les crises économiques, ou sur les récessions, peu importe. Juridiquement contraignant, comme l'est le traité Exactement. pandémie. Oui, merci pour ce rappel. Juridiquement contraignant, on signe et après, soit on s'exécute quand on reçoit les ordres, soit on est obligé de payer. Il y a ça aussi. C'est pour ça que la France, par exemple, est régulièrement condamnée pour des histoires d'éoliennes et autres, parce qu'elle a signé des accords contraignants. Ce que certains disent, oui, on n'a qu'à ignorer, on ne peut pas juste ignorer un accord contraignant. Essayez dans votre vie d'ignorer un contrat ou autre et vous allez voir, on ne peut pas les ignorer, on va devoir payer à un moment donné. Oui, par exemple, un exemple de contrat, c'est celui que tu passes avec ta banque. Oui, Quand tu ouvres un compte, tu signes un contrat. Allez-y, essayez de ne pas respecter les règles de découvert, etc. En vous disant la banque n'a pas d'armée. Oui, la banque n'a pas d'armée, mais elle a un moyen, elle a quasiment une armée en fait. Elle peut intervenir ouais. quand même. C'est la même chose. On ne peut pas s'extraire des contrats. C'est pour ça que tous ceux qui prétendent il suffit de désobéir, etc. Ça n'a aucun sens. Enfin, c'est vraiment mensonger de dire ça. Alors, par exemple, que l'Union européenne a une arme nucléaire entre les mains contre nous qui s'appelle l'euro. Et ils peuvent nous mettre à genoux en asphyxiant, en créant artificiellement une pénurie d'argent. Et ils l'ont déjà fait dans le passé contre d'autres pays. Donc, effectivement, c'est important que tu rappelles ça, Aldo, c'est-à-dire qu'il ne faut pas s'engager dans les accords juridiquement contraignants. C'est ça la règle. Et dans les accords supranationaux, il faut refuser. Donc, le débat pandémie, traité pandémie OMS, on en parle plus là aussi au Royaume-Uni qu'en France. On en parle beaucoup justement parce Ouais. qu'il y a eu la délégation britannique qui n'a pas voulu le signer. Et elle n'a pas voulu le signer justement parce qu'au Royaume-Uni, il y a une campagne contre cela. Parce qu'autrement, à la base, nos élites, elles ne sont pas très différentes des élites françaises. Si ça ne tenait qu'à elles, ils auraient été là-bas, ils auraient signé, ils auraient ouvert le champagne et puis c'est tout. Sauf que là, ils savent qu'à domicile, c'est quelque chose qui n'est pas du tout en train d'être accepté. Donc, ils ont dit, ouais, nous, on n'a rien contre le pacte, sauf que question souveraineté, là, il va très loin, quoi. Et pour savoir, c'est quand même, ça dit quelque chose, hein. Quand des Britanniques disent que Oui. c'est en train d'empiéter sur notre souveraineté, eux qui n'ont presque plus cette notion de souveraineté, Ouais. ça veut dire que vraiment le pacte va très loin. Oui, il va très très loin, bien sûr. Tu citais Tedros tout à l'heure, c'est Tedros Ghebreyesus, c'est le numéro 1 de l'OMS. L'OMS est maintenant un truc qui a été racheté par l'industrie pharmaceutique et par la fondation Bill Gates. Voilà, il faut le dire les choses très clairement. Je crois que c'est Raoult qui avait prévenu dès le début sur l'OMS en disant qui paye commande. Hein. Absolument, absolument. Donc, on peut 80%, j'ai lu que 80% de leur budget, je n'ai pas la source entre les mains, 80% de leur budget ne vient pas des États adhérents. C'est ça. Vient plutôt d'intérêts privés. Ça signifie, voilà, il vient de Bill Gates, il vient des intérêts pharmaceutiques et tout ça. Et après, cela peut prendre en otage des pays. Il faut aussi savoir une chose par rapport à ces traités. Rappelons-nous que l'Union européenne a commencé comme un traité sur l'acier et le charbon. Oui, Ça veut dire que en on peut 51. signer oui, on peut signer un accord qui est déjà, sur le moment, il est déjà assez contraignant et assez fort, mais on peut se retrouver dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, avec littéralement un gouvernement ou un ministère de l'OMS à domicile qui dictera pratiquement comment on doit prendre le bus, comment on va à l'école, ce qu'on mange, et ça peut aller très loin, ça peut même inclure l'immigration, ça peut inclure le climat, tout ça, parce que ces gens-là voient la santé comme une vision très globale du mot santé. Oui, c'est Donc, leur une seule santé, leur concept d'une seule santé, pour intégrer le climat, l'alimentation, ce que tu dis, exactement ce que tu dis, pour oui, c'est ça. intégrer le numérique et tout. C'est ça, merci. Je voulais le rappeler parce que beaucoup de gens qui nous écoutent peuvent penser que oui, la santé, c'est quand on est malade ou on a mal au genou, on a pris Mm. une crève. Non, non, c'est pas ça. C'est beaucoup plus vaste que cela. Ça peut inclure le bien-être économique, social, la justice sociale, tout ça. Et on va se retrouver avec toutes ces idéologies du wokisme et autres peuvent rentrer sous l'histoire de la santé, sous le vocable santé, et après devenir juridiquement contraignant au pays qui en signé. Moi, je crois que tu parles d'or, hein, je pense que c'est vraiment exactement ce qui est prévu. Hein. Ça se passe toujours comme ça.
c'est pas qu'on l'imagine, c'est qu'on le sait déjà. Ça se passe comme ça. L'Union européenne ne s'est pas construite autrement. Ouais. C'est toujours l'effet cliquet, comme ils disent. Comme disaient les pères fondateurs, Schuman, Jean Monnet. On ne pourra pas revenir en arrière et on va aller à chaque fois, à partir d'un petit truc insignifiant, on va aller vers quelque chose à la fin de très global, très impliquant. Alors c'est intéressant parce que tu as cité 2 des 3 religions dont tu parles dans ton livre, dont on avait parlé la dernière fois. On peut peut-être d'ailleurs, ton livre s'appelle comment déjà? Comme ça, si les gens veulent l'acheter. Les nouvelles religions, les religions Voilà. post-chrétiennes occidentales. Je l'ai là sous les. Ah, je l'ai là. Voilà, regarde. Tu vois, voilà. Je l'avais montré la dernière fois, mais je l'ai là. Voilà. Super. Eh bien, tu as cité, on a déjà parlé pas mal là du covidisme de fait avec l'OMS, c'est le même genre. Tu as cité le wokisme. Eh ben, on en arrive à la troisième, qui est le climat. Oui. Climat, alors ça, il y a de l'info aussi en France. Donc, tu y faisais référence, puisqu'on ne fait pas assez de renouvelables, donc entendre essentiellement des éoliennes, un peu de solaire et tout aussi, mais c'est beaucoup les éoliennes et les hydroliennes. La France est menacée par la Commission européenne de plusieurs milliards d'euros d'amende, sachant qu'elle a déjà payé fin 2022 une première amende de 500 millions, parce qu'on n'avait déjà pas respecté, c'est énorme 500 millions, on n'avait déjà pas respecté les quotas. Et là, il y a eu un reportage aux 20h de TF1, incroyable, une vérité s'est faufilée dans le 20h, qui montre que 1200 hectares de forêt des Landes ont été rasés, ou sont en cours, pour remplacer par 1200 hectares de forêt de panneaux solaires made in China. Et les écolos trouvent que c'est très écolo. Donc maintenant, les écolos rasent les forêts. Oui. C'est T'en penses c'est quoi assez, de cette dinguerie là, totale? c'est assez choquant. C'est assez choquant. Mais je vais te dire un truc. En Allemagne, ils avaient une forêt millénaire, avec des arbres qui ont inspiré les frères Grimm. D'ailleurs, l'histoire de Blanche-Neige a été inspirée par le décor de cette forêt-là aux frères Grimm. D'accord. Ils ont décidé de raser 120 000 arbres pour mettre des éoliennes chinoises à la place. Les gens, les habitants locaux et autres, ont décidé donc d'aller en justice devant le tribunal administratif. Ils se sont retrouvés face, tiens-toi bien, au parti écologique et à ses avocats. D'accord. Et donc, parce qu'aujourd'hui, l'écologie est devenue un business. Hein. C'est devenu un business comme les autres. C'est ce que Et j'appelle donc, moi l'escrologie mondialiste. voilà, l'escrologie. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que le parti écologique et ses avocats ont gagné et ont obtenu le fait qu'on coupe, qu'on rase la forêt. Et en plus, c'est un lieu de mémoire. Cette forêt, à l'époque où elle tenait, il était par exemple interdit à quelqu'un qui va s'y promener, par exemple, d'allumer un barbecue. Parce que Ouais. l'endroit est très sensible, il y a une faune, il y a une flore et tout ça, on touche à rien là. Eh bien, elle a été rasée pour ramener des éoliennes chinoises. Les éoliennes chinoises, Tu quand sais, ça me Bill rappelle Gates. le maire de Bordeaux qui avait remplacé le sapin de Noël par un sapin en verre, en béton et en plastique. Oui, Écolo. c'est ça. Ben, je recommande aux gens qui nous regardent, après avoir fini cette vidéo, d'aller googler le lac de Baotou. Le lac de Baotou en Chine. Le lac de Baotou en Chine se voit depuis l'espace, on peut le voir sur Google Earth. Et en fait, il a 12 km de long. C'est les déchets que versent 24 heures sur 24 les industries qui fabriquent les éoliennes. Les industries, parce que les éoliennes, c'est quoi? C'est de grosses dynamos, comme les dynamos de vélo. Elles ont besoin de métaux rares parce que les aimants, on ne trouve pas comme ça dans la nature. C'est des aimants qu'on appelle au néodyme. Le néodyme est un métal rare. Ça signifie qu'il faut pelleter des millions de tonnes de terre pour extraire ce métal-là en toute petite quantité. Ils Mhm. le font en Chine et ils le font aussi depuis quelques années, ils le font en Birmanie à côté. En Birmanie, par exemple, ils injectent, c'est les mafias chinoises qui font cela, hein, tout se fait en cache. Ils vont dans une montagne et ils injectent, ils font des trous, ils injectent des produits chimiques dedans. Après, ça fait dissoudre un certain nombre de minerais qui les intéressent, qu'ils récupèrent dans des sortes de fosses plus bas. Et puis, cette boue, une sorte de boue de couleur bleuâtre, pourrie, eh bien, celle-ci est enrichie justement en métaux rares. Elle est transportée envers des usines qui vont encore la travailler pour extraire les néodymes. Il faut 125 kilos des néodymes par mégawatt d'éolienne. Une éolienne, c'est 2-3 mégawatts. Donc, c'est D'accord. 250-400 kilos de néodymes. La Chine contrôle ce marché parce qu'en réalité, il n'y a pas moyen de produire sans une pollution absolument atroce. Donc, on vend donc les éoliennes, on les ramène depuis la Chine et elles ont aussi des dates d'expiration dans le sens où il y a une sorte d'obsolescence programmée dedans. Elles ne sont pas éternelles, les éoliennes. Elles Oui. durent 15 ans, 20 ans. Le but, c'est que on les installe. Dès qu'on a fini de les installer, on commence à négocier le prochain contrat.
C'est une véritable catastrophe économique, écologique, et elle C'est un consacre. business, c'est tout. C'est juste un gros business. C'est un business. Alors, à propos de business, tu as dit business, je vais te donner un exemple. Au Royaume-Uni, en 2015, le Parti conservateur, parce que les gens en avaient ras-le-bol des éoliennes, a créé un moratoire sur les éoliennes au Royaume-Uni. Il arrive au pouvoir, il respecte, ça arrive, hein, c'est très rare, mais il respecte sa promesse électorale. Mais par contre, attention, attention, c'est qu'ils ont dit, nous on a dit pas sur terre, mais sur mer, on n'a rien dit. Donc on peut construire des éoliennes sur mer. Elles coûtent 4 fois plus cher à construire, donc ça fait 4 fois plus de subventions. Par la suite, la famille royale arrive, la reine à l'époque. Elle dit oui, mais depuis Guillaume le Conquérant, depuis l'an de grâce 1066, la mer autour du Royaume-Uni et le sol m'appartiennent, sont à moi. Donc, pour construire des éoliennes, il faut me payer. Donc, ils ont commencé le domaine de la couronne, le Crown Estate, Royaume-Uni, a commencé à vendre des licences pour installer des parcs éoliens au large. Et en plus de la licence, il faut payer 2% du chiffre d'affaires de l'éolienne à la couronne chaque année. Donc, la couronne est en train de prendre 1 milliard de livres sterling par an en émoluments pour ces machins. Alors, on peut comprendre que le roi Charles, par la suite, aille dire que le climat, c'est le futur, c'est notre combat principal, primordial, tout ça. Mais bien entendu, c'est du business, c'est en train de le rapporter. Voilà. C'est extrêmement intéressant. Il faut faire savoir ça partout, hein. Merci de raconter tout ça. Et puis, je rappelle qu'en France, on a normalement le programme nucléaire qui permet de payer beaucoup moins cher l'électricité. On a des barrages hydroélectriques parce qu'on a beaucoup d'eau. Et il se trouve que ces barrages, on n'investit plus parce que si on bouge le petit doigt, la Commission européenne peut nous obliger à les privatiser. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on parle d'escrologie, c'est qu'à côté de ça, on nous impose des trucs dégoûtants et on nous permet pas, on nous interdit même de faire les choses qui sont bien. Et je sais pas si ça te frappe, moi, mais avant, l'écologie, parce qu'on est tous pour l'écologie, enfin, je veux dire, on n'a pas envie de vivre dans une décharge publique, ou de manger des horreurs. Avant l'écologie, il y a plusieurs dizaines d'années, on nous parlait de la faune et de la flore, la protection animale, on nous parlait des espèces, on nous parlait de la pollution des sols, des eaux, on nous parlait quand même enfin, je sais pas, je trouve de vrais sujets qui sont pour moi des vrais sujets environnementaux, la qualité de l'alimentation, avec derrière les cancers et tout. Aujourd'hui, c'est le climat à 150%, il n'y a plus que ça, quoi. Oui, aujourd'hui, il n'y a que ça. C'est fini. Beaucoup de gens comparent le climat justement à ce que tu as cité comme exemple, la qualité de l'air, la qualité de l'eau, tout ça. Ce n'est pas ça du tout. C'est même les papes du climat qui le disent. Le climat est un plan économique au départ. Était un Mais plan le de. reste, on n'en parle même plus, en fait, de la qualité de Oui, c'est l'eau. fini tout ça. On n'en parle plus parce que c'est devenu un business et par définition, c'est un programme de redistribution de richesses. On redistribue les richesses, ça signifie on va prendre les pays, par exemple occidentaux, par exemple la France, on va saigner l'épargne des gens, on va créer de l'inflation artificielle par des politiques inflationnistes sur l'énergie et tout ça. Et puis, tout cet argent que les Français sont en train de perdre sera récupéré par des forces qui se sont spécialisées dans la récupération de ce genre de choses. Il y a aujourd'hui des banques qui créent des branches spécialisées dans l'investissement climatique, dans la récupération de subventions, dans les prêts pour les éoliennes. Combien de Français on a arnaqué pour les panneaux solaires? Combien de Français sont retrouvés avec un démarcheur à leur porte qui leur dit je vous offre, je viens de la part de l'État, je vous offre des panneaux solaires gratuits. Ils signent un document et en fait le document finit à la banque et puis après ils se retrouvent avec 40 000 euros de dette sur leur dos. Le tribunal en France n'arrête pas, les tribunaux en France n'arrêtent pas d'en annuler parce qu'ils leur font signer des contrats frappés par des clauses de nullité littéralement, des contrats des fois raturés, des fois pas signés, des fois. Mais il y a un véritable engouement pour le système bancaire pour ce genre de choses parce que c'est une manne pour eux. C'est une manne. Les gens touchent des commissions à tous les niveaux, mais l'écologie, la vraie, on s'en fiche. Oui, c'est Moi, ça, ils n'en maintenant, parlent plus. Personne n'en parle. Ils font même des accords de libre-échange. L'Union européenne en signe sans arrêt, qui sont très pollueurs, eux, en réalité. Tu disais, c'est un problème de redistribution de richesses, et j'y ajoute, c'est un problème de redistribution des libertés aussi. Parce que ça permet d'enlever, comme le covidisme, comme tout, ça permet d'enlever à la masse ses libertés, de se déplacer, d'acheter ce qu'elle, voilà, de choisir son mode de consommation, etc. Et ça permet qu'une seule une petite élite, elle, pourra continuer d'utiliser ses jets privés, ses yachts, etc., ses voitures de sport, mais pas la masse. Et ça, on a des directives européennes maintenant qui le décident. On a les ZFE, on a le projet de passe carbone.
Enfin, tout ça, c'est pas du fantasme, encore une fois, c'est de la réalité. Oui, absolument. En fait, ils veulent créer une sorte de vie qui est payante. Ça signifie on fait payer à l'acte, hein, comme disent les médecins. Chaque acte de vie, je me réveille le matin, je démarre ma voiture, ou je prends une douche, ou je vais manger, ou je voyage. Tout ça, l'État va percevoir, va capter, hein, une taxe là-dessus. Et cette taxe est tellement va en croissant jusqu'au moment où elle devient dissuasive, jusqu'au moment où je me dis j'ai faim mais je ne peux pas manger parce que j'ai de quoi payer à manger mais je n'ai pas de quoi payer la taxe qui ira avec. Et ça, les élites n'ont pas de problème avec ça. Eux, s'ils doivent payer 100 000 euros par an de liberté, ils payent. Hein. Ce n'est pas un souci parce que de toute façon, ils peuvent recapter ça par la suite. C'est pas, ils sont spécialisés dans la captation, donc ce n'est pas un problème pour les riches. Oui, je rappelle que dans le projet de passe carbone, c'est un projet très abouti, il a été pensé dès les années 90. D'ailleurs, c'était Tony Blair, un des premiers promoteurs, et ça a été repris ensuite par Davos, tout ça. Maintenant, l'Union européenne y travaille beaucoup. Dans les projets de passe carbone, on est limité, bien sûr, mais on peut racheter du droit, de la liberté d'émettre du carbone, à condition d'avoir l'argent. Ça, c'est dans le projet. Hein. Oui, oui. C'est pas une Moi, restriction pour tout le monde, ce que je veux dire. C'est que c'est en c'est, fonction de vos capacités économiques. pour expliquer la mentalité de ces gens, j'avais enseigné une fille extrêmement riche. Je donnais une époque quand j'étais étudiant. J'étais étudiant, j'avais du mal à joindre les deux bouts, mais j'enseignais une fille d'une famille extrêmement riche. Son chauffeur venait m'attendre dans une voiture très luxueuse, il me ramenait au cours et tout ça. Et un jour, son père m'a dit, et cette fille, en fait, elle s'en fichait complètement, elle n'avait pas envie d'étudier. Elle était intelligente, mais elle n'avait pas envie d'étudier. Elle avait tout dans la vie, elle voulait s'amuser, c'est tout. Et son père m'a dit, le problème, je vais vous dire le problème avec l'université. Il m'a dit, si on facturait 50 000 euros par an à tous les élèves qui viennent étudier, eh bien, ma fille, elle pourra avoir une chance là-dedans. Elle pourra s'en sortir, mais le problème, c'est que l'université, c'est quasiment gratuit. Donc, tout le monde vient. Voilà. Parce que lui, il n'a pas de problème à payer 50 000 euros par an. Mais comme ça, l'amphi, au lieu d'avoir 150 personnes, il y en a 12. C'est tous des enfants de riches. Ils sont traités comme des clients. Ils reçoivent leur diplôme tous. Et puis voilà. C'est comme ça qu'ils voient le monde, parce que l'argent n'est pas un obstacle pour eux. Oui, il y a une vision financière et une vision idéologique. Ouais. On est au croisement des deux, c'est évident. On va, pour finir, aller un peu plus sur l'actualité qui n'est plus votre actualité, puisque vous avez quitté, bien heureux, l'Union européenne. Mais nous sommes dans l'actualité des élections européennes, le 9 juin. Et alors, ce soir, là, parce qu'on est lundi, de toute façon, on diffuse le jour où on enregistre. Donc, on est lundi, je ne sais plus, 27 mai. Ce soir, il y a un débat sur BFM TV, toujours entre les 8 mêmes, hein, toujours, hein, systématiquement. Et y compris d'ailleurs la tête de liste communiste, alors que nous, on a juste un demi-point en moins dans les sondages. Mais nous, on n'a pas le droit. Un demi-point. Et lui, il a fait tous les débats, il les fera tous. 8 candidats qui veulent tous rester dans l'Union européenne, dans l'euro, dans Schengen, dans l'OTAN, dans la CEDH, dans l'OMS, etc., etc. Dans le marché européen d'électricité. Ça aussi, est-ce que ce serait possible au Royaume-Uni, ce manque criant de pluralisme et de démocratie, j'ai envie de dire tout simplement. C'est Non, possible. on a encore un peu de chance au Royaume-Uni par rapport à la France, même si je ne dis pas que notre système est parfait. Il y a quand même des grosses fortunes qui achètent des titres, vraiment, qui collectionnent les titres de journaux. Et on se retrouve avec des empires comme l'empire Murdoch ou autres qui littéralement, on peut presque rien acheter si ça ne vient pas de son empire. Par contre, ils ont au moins l'intelligence de comprendre que s'ils achètent 50 titres de journaux et que tous ils publient la même chose, eh bien, ça n'a pas de sens. Ils vont se flinguer, ils vont devoir vivre de ponctions étatiques comme on le fait en France. Là, on a une certaine pluralité. On a une certaine pluralité. Il me On a semble, encore... quand je regarde la presse britannique, ça va être un peu plus divers. Oui, absolument. Quand je regarde les titres le matin, je vais chaque matin à un tabac journaux, je regarde les titres et des fois, quand je trouve des titres intéressants, j'achète les journaux que je montre dans des vidéos. Eh bien, on voit de tout, on voit toutes les nuances, on voit de la gauche à la droite, au centre, tout ça. Il y a encore une tradition journalistique au Royaume-Uni qui a complètement disparu parce que tous les journaux français sont devenus, enfin la majorité, sont devenus des journaux étatiques. Pas par une nationalisation pure et dure, mais par le fait qu'ils vivent d'injections. Et comme tu as dit tout à l'heure, celui qui paye, ben, c'est celui qui donne les ordres. Donc, les journaux, ben, maintenant, ils doivent leur existence à des injections d'argent étatique. Donc, forcément, ils sont obligés de servir la parole officielle.
Farage qui, lui, a eu accès quand même, alors qu'il était anti-UE pour le Brexit, pour en sortir. Il n'a jamais varié, et c'est ce qu'il m'expliquait. Il me disait, bon, nous, on a quand même, il comparait à la France, il disait, moi, j'ai quand même eu accès à un peu plus de médias et de débats, quoi. Oui, Même si les médias ne l'aiment pas, j'ai l'impression, mais il a quand même été, ils ont quand même joué le jeu à peu près, quoi. oui, il ne l'aime pas, mais il parle de lui. Et surtout que Farage avait justement cet art de créer le scandale. C'est-à-dire qu'il était dans le Parlement européen et il se levait et on se rappelle tous comment il leur disait leurs quatre vérités en face et la tête qu'il faisait dans ce Parlement. Et en fait, c'est ces vidéos qui l'ont rendu très célèbre et très populaire chez l'électorat britannique. Parce qu'ils ont vu quelqu'un qui lutte depuis l'intérieur. D'où l'importance d'aller quand même voter dans ces élections européennes, même si on est contre l'Union européenne, parce que depuis l'intérieur, c'est plus efficace de faire Oui, tout tomber. à fait, bien sûr. Il faut utiliser cyniquement le système, c'est évident, pour le détruire. J'ai vu que tu avais fait une vidéo où tu as décortiqué le débat Attal-Bardella, qui sera bientôt peut-être éclipsé par le nouveau débat Macron-Le Pen. Tout ça, c'est quand même. Tu pointais le manque de courage, notamment, mais c'est quand même maintenant, tu disais, s'ils peuvent se faire embaucher tous les deux chez McKinsey, tu leur as recommandé de donner leur CV. C'est les clones euromondialistes, quoi. Enfin, Oui, c'est l'attaque de l'armée des clones. Enfin, c'est incroyable. Ils disent maintenant, alors que le RN était pendant longtemps un vrai parti anti-système. Puis un jour, il a abandonné le Frexit, il a abandonné la sortie de l'euro, il a abandonné même maintenant la sortie de Schengen, de l'OTAN. Enfin, ça va très très loin. C'est devenu des clones, quoi. absolument, c'est devenu des clones. Et franchement, je pense que d'ici 6 mois, on va entendre le RN défendre l'immigration de masse et tout ça, parce que franchement, Bah, j'ai s'il l'impression. s'allie à Mélanie, oui, ce sera le cas. Ben, ils n'auront pas trop, ils n'auront pas trop le choix. C'est un système, c'est un parti, je dis c'est un système, mais c'est aussi un système qui a découvert que finalement, il veut juste exister. Il n'a pas de colonne vertébrale idéologique. Et c'est des gens qui sont à l'intérieur de ce parti. Hein. J'ai des amis qui sont dedans, qui s'y reconnaissent plus, qui me disent, il n'a pas de colonne vertébrale idéologique. On ne sait pas ce qu'ils peuvent nous sortir demain. Ils n'ont pas d'orientation fixe, ils n'ont pas une ligne. Ils avaient une ligne fixe, qu'on soit pour ou contre, qu'on critique ou pas. À l'époque du père, Jean-Marie Le Pen, il y Oui, mais avait même une ligne. après, on avait une ligne très très flexite, tu vois. On avait imposé ça. Oui, absolument. Sauf que depuis, non, depuis, il joue dans le jeu de l'Union européenne et le jeu en fait du mondialiste, l'OTAN, tout ça, et ils ont abandonné leurs anciens combats. Donc forcément, si demain on a quelqu'un du Rassemblement national qui passe au pouvoir, ben ça sera, on aura la même déception que nous en Autriche, en Grèce, en Italie, même aux Pays-Bas. Pays-Bas. Hein, Pays-Bas, ils sont en train un petit peu de revenir en arrière. C'est toujours pareil. Ceux qui ne veulent pas sortir de l'Union européenne, une fois qu'ils arrivent, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Une fois qu'ils arrivent au pouvoir, eh bien, ils vont faire face aux réalités. Ils vont savoir qui est le patron. Le patron, c'est l'Union européenne. Et ils seront obligés de s'exécuter. Oui, d'ailleurs, même dans l'opposition, ils font même pas semblant parce que moi, j'ai souvenir de Bardella qui faisait la standing ovation pour Zelensky au Parlement européen. Et on sait que Zelensky, c'est pas Zelensky. Enfin, Zelensky, c'est un système Oui, derrière oui, l'OTAN. oui. Zelensky, on s'en fiche, c'est un pantin. Mais ce qui compte derrière, c'est le système qui était accueilli au Parlement européen. On voit quand même tout ça, quoi. Ils ont quand même voté, ils ont laissé passer, en tout cas par une abstention, les 50 milliards pour l'Ukraine, la perspective d'adhésion à l'OTAN, à l'Union européenne. Enfin, tout ça est quand même, euh, doit quand même ouvrir les yeux. Il y a quand même 2 tiers dans le récent sondage des sympathisants RN qui veulent le Frexit. 66%. Bah, il y a une liste pour ça, hein. Oui, absolument. Non, je veux dire, il y a une liste quoi, qui veut le Frexit, qui se bat, qui ne fait pas que parler, qui se bat depuis des années dans les rues, devant les tribunaux, les SMS d'Ursula, pour nous sortir de ce système-là et pour leur faire payer leurs responsabilités et puis éveiller les gens par des manifs, des opérations coup de poing. Parce qu'il ne faut pas que parler, il faut faire aussi. Parce que nous, on fait le rassemblement et on fait l'action concrète. Je me permets de Oui, le redire parce qu'il y a beaucoup d'électeurs RN, ne faites pas de bêtises. Le 9 juin, quoi. C'est un seul tour, c'est la proportionnelle. Vous avez directement des élus si vous votez pour vos élus. Il n'y a pas d'histoire de second tour, de finale à sélectionner, c'est juste un tour. ouais, absolument. C'est Zinoviev qui disait que c'est par les actions qu'on sera jugé, c'est pas par le repentir, parce que
les scélérats, ça leur arrive de se repentir. Il citait une sorte d'évangile qu'il appelait l'évangile selon Yvan. Et en fait, oui, il faut des actions. Et parmi les actions, justement, c'est aller voter et voter vraiment pour le Frexit. Seul le Frexit peut changer une donne. Autrement, quand on vote pour. Et d'ailleurs, c'était vraiment caricatural ce débat entre Bardella et Attal. Honnêtement, on voyait les mêmes têtes, on voyait les mêmes propos. On peut voter sur eux pratiquement en jetant une pièce en l'air, en disant je vote pour celui-là et pour celui-là. Le résultat à la fin sera le même. Plus d'Europe, plus de mondialisme, plus d'OTAN, plus d'inflation, moins de liberté, OMS, plus plus d'OMS. d'OMS. Je veux dire, c'est exactement pareil. Il y a pas vraiment de différence. Oui, d'ailleurs, quand on leur avait proposé, parce qu'on faisait l'union sacrée, de se battre avec nous pour les libertés contre le covidisme, pour les gamins, pour les suspendus, enfin tous les combats qu'on mène, qu'on a menés, ils refusaient de venir dans les manifs et même ils les avaient traités de dingueries. Et en fait, on avait très vite réalisé qu'ils venaient pas par cohérence, en fait, parce qu'ils étaient contre notre combat pour les libertés, contre Oui, le Covid, tout simplement. Ils oh étaient oui, contre. ils étaient très cohérents et ils le sont toujours. Et aujourd'hui, alors ils n'osent pas, quand il y a des fois des motions qui ne plairaient pas à Macron, des fois ils votent pas pour, mais ils s'abstiennent. Hein, ils Oui, disent, ou alors ils sont la moitié dans l'hémicycle pour que ça passe quand même. voilà. Une petite technique bien Donc, connue. ouais. On vote contre, mais on laisse 50 députés à la maison, comme ça, il n'y a pas le quota et ça passe. Ça, c'est très connu comme technique, c'est une vraie technique de manipulation. Ouais, c'est une technique de manipulation absolument, mais ils jouent dans le camp de Macron. Et d'ailleurs, ils se rendent avec le sourire aux lèvres quand il fait ses dîners de com. Et ils y vont et puis ils sont très heureux. Bon, bah écoute, on va finir sur une note plus avec un souffle plus positif, parce que c'est vrai qu'on est obligé de constater ça. Hein, désolé, hein, si on dénigre pas, on dit la réalité pour que les gens soient quand même éclairés avant de voter, c'est quand même mieux, plutôt que de voter dans l'illusion. Tu es fondamentalement optimiste sur la capacité de la France, des peuples à se libérer du mondialisme et de l'euro-mondialisme? Ben, il suffit qu'ils le veulent, il suffit qu'ils croient en eux, parce que le problème, c'est que beaucoup de peuples vivent avec le mondialisme dans la logique de la femme battue, hein, de cette femme qui d'un côté est battue, et de l'autre côté, on lui dit c'est ta faute, on lui dit de toute façon sans moi t'es rien, et tout ça. C'est cette logique de pervers narcissique qui est menée avec beaucoup de violence et avec beaucoup de calcul et beaucoup de cynisme par les forces du mondialisme qui veulent asservir les peuples. Mais il suffit de se lever, ouvrir la porte et on voit qu'on est libre et puis qu'on peut avancer dans la vie, reprendre son destin en main et qu'il y a des millions de gens qui ont la même aspiration. Il ne faut pas se laisser démonter et croire qu'en dehors du mondialisme, nous sommes morts. Hein. Il y a plein de gens qui disaient en dehors de l'URSS, on est fini, il n'y a pas de vie. Si on sort de l'URSS, c'est terminé. Les gens en Corée du Nord croient que sans leur président divinité, ils seraient tous morts, la terre va s'ouvrir et les avaler. C'est pas vrai, on sait que c'est pas vrai. Il ne faut pas développer ce genre d'attitude en Europe, mais elles ont été largement développées malheureusement. On n'est pas très loin, c'est pour ça que je lis énormément d'auteurs de l'époque de l'URSS, parce que ce qu'ils racontent en termes de vie, sous des commissaires politiques fanatisés, sous une administration tentaculaire, la bureaucratie, la corruption, les lois liberticides, honnêtement, j'ai l'impression de voir l'Union européenne. C'est nous, ouais. Ouais, c'est ça, bien sûr. Je rappelle que 6 mois avant le vote, le 23 juin 2016, personne n'aurait parié une livre sterling sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, rappelons-le, et que depuis, en plus, le monde a continué de s'ouvrir. Il y a la dynamique des BRICS, il y a un rééquilibrage, il se passe plein de choses. Donc l'euro-mondialisme est tout sauf une fatalité. Voilà, il faut bien que les gens se mettent ça dans la tête, mais ça dépend effectivement, tu as 100 000% raison, ça dépend que de nous, ça ne dépend que de nous. Absolument. Bah écoute mon cher Aldo, merci. Le 2 juin, on fait un grand événement national, la journée pour la paix, le Frexit et les libertés à Paris. C'est rendez-vous, c'est en extérieur. On pourra déjeuner sur place, ça va être très sympa. Puis il y aura beaucoup d'intervenants. C'est 11h30 place de Fontenoy, ce dimanche 2 juin. Pour les raisons techniques, pratiques que tu m'as exposées tout à l'heure, tu ne pourras pas être là, mais tu vas nous faire, je le sais, une petite surprise, un petit coucou quand même d'outre-Manche. Donc on a hâte. Et je te remercie par avance. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci. Merci pour tout ça. Allez à vous abonner à tous les réseaux et toutes les chaînes YouTube d'Aldo.
Et suivez-le, faites-en la publicité parce que ce sont des analyses toujours très pertinentes et ça n'est pas en plus sans humour et ça, c'est toujours très agréable à suivre, à écouter par ailleurs. Voilà. Merci mon cher Aldo. Bon courage pour la suite et à très bientôt. À très bientôt, Florian. Merci. C'est toujours un immense plaisir que de dialoguer avec Aldo Stéron. Vous avez vu, là, on a abordé des sujets très importants sur la secte mondialiste. En réalité, on a parlé de l'OMS, du traité, de l'Union européenne, bien sûr. Il nous a, comme il est vit au Royaume-Uni, c'est très intéressant son regard sur le Brexit. Et nous, donc, le combat pour le Frexit. Et puis, on a parlé du climatisme et de la vraie écologie à côté de cette escrologie anti-écologie. C'est de l'escrologie mondialiste. Voilà. Donc, et puis tout le reste, et puis les européennes. Mobilisons-nous à fond, la campagne officielle a commencé. Tout le monde, vous pouvez coller les affiches, aider à coller, à distribuer les tracts, contactez votre référent départemental, vous allez sur notre site les-patriotes.fr, rubrique référents locaux dans notre mouvement et vous avez les adresses mail, vous contactez. Sinon, vous contactez la coordination, il y a l'adresse mail aussi dans cette page. S'il n'y a pas de référent encore chez vous, n'hésitez pas. En tout cas, on a besoin de vous. Il reste 12 jours de campagne jusqu'au vendredi minuit. Le vote, c'est le 9 juin. Il faut y aller à fond, à fond, à fond. On n'a pas les copains du système. Mais voilà, relayez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne. Un petit clic en dessous, c'est gratuit. Vous allez faire exploser les vues si vous êtes abonné à la chaîne plutôt que pas abonné. Vous allez contrer la censure organisée par la Commission européenne. Et puis évidemment, je vais vous donner les dates des prochains meetings dans un instant, mais vraiment rejoignez-nous maintenant, quoi. Adhérez, réadhérez, faites un don si vous êtes d'accord avec nos combats qu'on vient d'exposer. Adhérez, réadhérez, faites un don au mouvement Les Patriotes. Venez, j'ai l'honneur de le présider. La première force de résistance politique, le plus grand mouvement souverainiste et défense des libertés et de la paix de France largement. Pour nous, nos enfants, on vous propose des actions concrètes si ça vous intéresse, ou vous faites un engagement plus discret comme vous voulez. Faire un don pour nous permettre de financer les 1 million d'euros que coûtent ces européennes, où il y a une belle dynamique pour notre liste de rassemblement des souverainistes et des résistants, la seule liste de rassemblement. L'Europe, ça suffit. Frexit, liberté, paix. Adhérer, c'est facile. Pour le faire, c'est le premier lien sous la vidéo en description. Ce lien est également en commentaire épinglé. Une petite fiche maintenant sur l'écran et dans quelques secondes, un lien sur l'écran. Vous choisissez. Faire un don mouvement, c'est le deuxième lien sous la vidéo en description. Tous les liens sont également tout de suite sur les-patriotes.fr et tout est défiscalisé aux 2 tiers de vos impôts. Aux 2 tiers, profitez-en, ça fait baisser massivement, concrètement, vos impôts que d'adhérer à les donner. Vous mettez 3 000 euros, il y en a qui peuvent, ça enlève 2 000 euros. Vous mettez 30 euros, ça enlève 20 euros. Vous mettez 6 euros, ça enlève 4 euros. Vous mettez 200 euros, ça enlève 133 euros, etc. Profitez-en. Et par ailleurs, on n'a pas les millions, je vous rappelle, ni les banques, les milliards du système. Oh là, sûrement pas. Et par ailleurs, prochain rendez-vous, mercredi 29 mai, 19h, je suis à Kinsheim. Il y aura Pierre-Yves Rougeron avec moi, Colistier, Jean-Frédéric Poisson. Inscription sous la vidéo en description, c'est en Alsace. Venez très nombreux à ce meeting ouvert à tous. Le 2 juin, je l'ai dit, 11h30, place de Fontenoy à Paris. Inscription sous la vidéo en description. Il y aura du monde, ça va être formidable. 5 juin, à Seclin, dans le Nord, 19h. Inscription sous la vidéo en description. Il y aura aussi Myriam Palomba et Marc Doyer. Et le jeudi 6 juin, dernier meeting, Aix-en-Provence, 19h. Inscription sous la vidéo en description. Bravo aux donateurs, aux réadhérents. Bienvenue aux nouveaux adhérents patriotes. Vive la France!